Remercier les organisateurs de cette conférence pour m'avoir invité à prendre brièvement la parole. J'aimerais aussi remercier et féliciter les organisateurs de ce congrès et toutes celles et ceux qui œuvrent sans relâche pour les droits des Palestiniens et pour la Palestine. Faire sortir les prisonniers politiques palestiniens, tous les prisonniers politiques palestiniens de leur geôle, les enlever le plus rapidement possible des griffes de leurs geôliers est notre volonté à nous tous et la raison de cette réunion. Mes pensées vont à toutes celles et à tous ceux qui en Palestine et en Israël souffrent terriblement et subissent les conséquences de l'échec de la communauté internationale et de ces organisations de rendre justice aux Palestiniens en leur rendant leurs droits, leurs terres, leur liberté. La dépossession, l'expulsion massive de ces terres, l'occupation et la colonisation ont marqué plus d'un siècle l'histoire de la Palestine. Cela a assez duré. Il faut que cela change. Il faut que les responsables de ce monde se rendent enfin compte que cela ne peut plus durer. Mais comment rendre responsables ceux qui ne le sont pas? Il faut continuer de mener des actions de protestation et de renforcer le mouvement de solidarité avec le peuple palestinien. Il faut augmenter la pression sur Israël. La Suisse, en tant que dépositaire de la Convention de Genève, a un rôle particulier à jouer contre les violations constantes de la Convention par Israël. Nous continuons également d'exiger que la Suisse cesse immédiatement toute coopération militaire avec Israël, toute coopération dans le domaine de l'industrie d'armement doit immédiatement cesser. Je soutiens aussi que les marchandises produites par les colons israéliens ne doivent plus faire partie des offres dans nos magasins. Mon collègue du Conseil national, Daniel Fischer, qui m'a prié par ailleurs de vous transmettre ces chaleureuses salutations, va déposer la semaine prochaine au Conseil national un projet qui demande une interdiction d'importation de produits provenant des colonies israéliennes. Et qu'on cesse d'insulter, de nous insulter d'antisémites, ceux qui critiquent la politique désastreuse d'Israël. Ceux qui demandent justice et le respect du droit international, aussi pour les Palestiniens. Le monde est actuellement en mouvement. Les soulèvements populaires et démocratiques dans les pays du Maghreb et dans d'autres pays du monde arabe sont un signe d'espoir aussi pour le Proche-Orient et le monde entier. Ils renforcent les valeurs fondamentales que sont la liberté, la justice et la solidarité. La liberté et la justice commencent par la libération de tous les prisonniers enfermés pour des raisons politiques. Cette libération, comme l'ouverture des frontières Gaza et la fin du blocus et l'arrêt de la colonisation, sont le strict minimum des exigences qu'on doit avoir envers Israël et envers la communauté internationale. Je souhaite au peuple palestinien la plus grande unité d'action possible et la meilleure solidarité internationale possible pour l'obtention de ces droits. Je vous rassure que les 26 continueront de soutenir la juste cause du peuple palestinien et j'aimerais terminer avec
des paroles de l'ami ancien prisonnier politique, pas de Palestine d'ailleurs, qui m'a dit un jour, vous savez, de savoir qu'il y a des amis dans le pays et aussi à l'étranger qui s'engagent pour nous, pour la libération, fait que nos nuits et les nuits de nos familles sont moins longues. Travaillons ensemble pour que les nuits des prisonniers et leurs familles soient moins longues et qu'ils soient libérés le plus rapidement possible. Je vous en remercie. Pendant les prisonniers dans nos pays démocratiques, on sait que leur condition est très dure, donc je n'ai pas besoin d'en ajouter. D'avocats européens, du monde arabe et d'avocats palestiniens. Et en quelques minutes, j'ai simplement à vous dire une chose extrêmement simple. Nous sommes prêts. En tant qu'avocats, nous sommes prêts pour engager tous les recours pour rétablir le droit en Palestine, à commencer par la situation des prisonniers palestiniens. La violation du droit et la démarche constatant le déni de justice en Israël, de placer les prisonniers palestiniens sous la protection du droit international. Nous avons nombre d'outils et nous pouvons, à confiance avec les associations, agir très rapidement dès que les dossiers arrivent. 3 pistes. La première est celle de la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale connaît 3 infractions qui jouent directement sur la question des prisonniers palestiniens, qui est celle du jugement qui manque à tout, notamment les détentions arbitratives, aucune règle, des conditions de détention inhumaines, en particulier pour les femmes, pour les malades et pour les personnes âgées, et du transfert de population, c'est-à-dire qu'ils devraient rester dans les territoires occupés et qu'ils en sortent. Tout cela est codifié. La Cour a compétence. Nous aurons cet après-midi des ateliers pour vous faire la démonstration. Je vous dirai simplement aujourd'hui qu'il y a l'argument juridique et puis il y a le double standard politique que l'on connaît bien. En 8 jours, la Cour pénale internationale a ouvert une enquête sur la Libye. Et je pense que c'était bien nécessaire. J'observe simplement que pour des faits qui étaient beaucoup plus graves et qui ont été l'opération Plomb durci, 2 ans après, ce sont encore les atermoiements et les délais et les arguments qui ne valent rien. Donc, ce n'est pas les procureurs de dire le droit, c'est à la Cour. Le procureur doit adresser le dossier à la Cour pénale internationale et la compétence est parfaitement établie. Nombre de professeurs l'ont dit, pour qu'il en soit, c'est à la Cour de juger et maintenant il faut qu'elle le fasse. J'appelle donc à ce que les prisonniers palestiniens, avec les associations, avec des avocats palestiniens, des avocats arabes et européens, adressent massivement et de manière extrêmement organisée des dossiers devant le bureau du procureur en disant maintenant les victimes sont là, elles demandent la justice doit être la même pour tous. Deuxième type d'action qui peut être conduite très rapidement aussi concerne les entreprises qui participent et qui organisent ce crime. Il est trop facile de faire des affaires avec le crime. Et les entreprises, je cite le nom de Volvo, on leur place devant les tribunaux. Volvo est une entreprise européenne. Elle est soumise à tout le droit européen. Elle est soumise à la Cour pénale internationale car son siège est en Europe. Volvo a créé un bus spécial pour ce qui constitue le crime, c'est-à-dire transférer les prisonniers depuis leur terre de Palestine, leur terre occupée, jusqu'en Israël. Volvo a construit l'instrument du crime, c'est visible sur le site internet de la société. Donc des actions doivent être déposées qui sont au civil et au pénal contre ce genre d'entreprise et également toutes celles qui servent pour la surveillance des prisonniers. Troisième action à conduire rapidement là encore. Nous avons en France, je connais bien la France, je connais moins les autres systèmes juridiques, mais je sais qu'il existe des possibilités en Grande-Bretagne et en Espagne. Nous avons en France un régime de compétences universel en cas de torture. Ce qui veut dire qu'il n'y a besoin d'aucun rattachement, ni de nationalité, ni de famille, ni d'auteur. Du moment qu'une personne a été victime de torture, elle peut déposer plainte en France. Je pense donc que vous avez, par vos contacts avec les prisonniers, par le travail avec les associations, nombre de dossiers sur le plan médical,
apparaît la démonstration de la torture. Dans les jours qui viennent, et en tout cas dès que les dossiers seront prêts, nous pourrons déposer des dossiers pour torture criminelle devant le tribunal de grande instance de Paris, et l'enquête devra progresser et avancer jusqu'aux condamnations ou aux recherches des auteurs, et nous demanderons devant le même temps, devant le fonds d'indemnisation, les compensations financières pour les victimes à la charge de l'État français qui devront ensuite se faire rembourser par l'État coupable, c'est-à-dire l'État d'Israël. Nous sommes prêts. Les procédures seront longues, nous avancerons étape par étape tous ensemble, mais il faut reprendre et reconquérir le terrain du droit par l'action juridique effective. Je vous remercie. Du juriste, de l'avocat, ce que je voudrais dire, c'est trois choses qui sont simples, je crois. Le droit est parfaitement connu, c'est-à-dire que, notamment les témoignages, encore tout à l'heure, et la manière dont ça s'organise. Donc il n'y a aucun doute sur le fait qu'on est dans les violations graves du droit international et qui relèvent de la qualification criminelle. C'est le droit de la haie de 1907, c'est le droit de Genève de 1949, c'est appuyé par de très nombreux travaux en jurisprudence, notamment une jurisprudence très importante du tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie qui a beaucoup apporté au droit international, et on n'a aucun doute pour dire que la qualification du sort des prisonniers palestiniens relève du crime de droit international. Elle relève du crime de droit international parce que les territoires sont des territoires occupés et donc sont tous placés sous l'angle de la Convention de Genève. La population palestinienne est la population protégée au sens du droit international, et les atteintes qui sont portées contre les droits des Palestiniens, c'est la puissance occupante qui juridiquement doit la protection qui commet l'agression. Donc sur le fond de l'analyse juridique, on avait déjà beaucoup d'éléments. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on en a plus maintenant grâce à ce texte qui a créé la Cour pénale internationale, le statut de Rome. D'abord, ce statut a le mérite d'exister avant même la Cour. Il a été ratifié par un certain nombre d'États. En fait, il n'ajoute rien au droit international. La seule chose qu'il ajoute, c'est la sanction pénale. Auparavant, on avait discuté, on disait voilà, il y a violation, alors on dénonçait, on faisait des résolutions. Le statut ne modifie pas l'état du droit, simplement il crée des règles pour sanctionner. Il s'agit de savoir maintenant si on peut faire appliquer ces règles ou non. Mais l'autre intérêt, c'est que pour l'application de ces règles, c'est que ça s'applique aux États qui ont ratifié. Il y en a quand même 114 à ce jour. Je regrette que dans le monde arabe et musulman, c'est une grande carence, vu que j'entends beaucoup d'appels de gouvernements à sanctionner les crimes sionistes et à mettre fin à l'impunité, mais je constate que ces trois pays du monde arabo-musulman ont ratifié le traité, et donc ça n'aide pas. Par contre, en Europe, le traité a été ratifié, et en particulier toutes les entreprises qui participent au crime. J'avais parlé ce matin du cas de Volvo, mais il y en aurait beaucoup d'autres. Elles sont entièrement soumises à ces textes, à la juridiction de la Cour, et surtout au fait que nombre d'États, maintenant, ont été obligés, c'était le statut, d'intégrer ces textes dans le droit interne. Ce qui veut dire, par exemple, pour ce qui est de la France, c'est très récent. Il y avait tout à l'heure une personne qui pose la question en disant « mais pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt ?» On ne l'a pas fait plus tôt parce qu'on n'avait pas les outils juridiques. Le statut, il est efficace depuis 2002. En droit français, la loi, elle est toute 2010, elle n'a même pas un an. Donc c'est un droit qui est en train de se faire, les choses changent, et il faut pouvoir les utiliser. Sur les infractions, tout le processus des prisonniers est concerné par les infractions de droit international. C'est d'abord le jugement arbitraire, aucun droit de défense, pas d'acte d'accusation. Je passe évidemment sur les détentions administratives qui durent des années sans qu'il y ait jamais un dossier qui soit examiné. Donc là, on est en violation flagrante avec l'accès au juge, qui est considéré comme une norme de droit extrêmement important. Tout ce qui concerne les conditions de détention,
c'est-à-dire déjà le fait qu'on ne soit pas détenu sur les territoires de Palestine, mais dans le territoire de l'État d'Israël, constitue une infraction, puisqu'il n'y a pas le droit de transférer les populations. C'est dit noir sur blanc, c'est un article du statut de la Cour pénale internationale. Et puis évidemment la question des tortures et des traitements inhumains, on doit lier les deux, puisque la torture, c'est faire imposer des souffrances aiguës à une personne pour obtenir un renseignement. Mais le traitement inhumain est considéré sur les mêmes registres, c'est-à-dire des conditions, des privations de soins, le sort réservé aux femmes, la privation de visite des familles et tout ce que l'on a pu entendre, ce que l'on sait. Donc, les règles sont établies, alors on pose la question, oui, mais est-ce qu'on peut faire contre Israël? On peut faire, on peut avancer, notamment l'un des points qui compte beaucoup, c'est que nombre de ces règles font partie de ce qu'on appelle le droit international coutumier, c'est-à-dire que c'est une coutume internationale qui s'applique même si l'État n'a pas ratifié un traité. Le droit international, il faut l'accepter, donc on a accepté le traité ou on ne l'a pas accepté, mais quand c'est une règle qui est coutumière, elle s'impose, et on est à Genève, le comité de la Croix-Rouge a fait un travail tout à fait extraordinaire sur toute la codification de ces règles. Alors les moyens d'action, je pense que le privilégié, c'est la Cour pénale internationale. Le procureur a le dossier sous le coude, ce n'est pas à lui de dire s'il a compétence ou non, c'est à la Cour de se prononcer, et il y a suffisamment de professeurs de droit international qui se sont déjà annoncés, d'ailleurs ça se lit sur le site de la Cour pénale internationale, il y a un dossier Palestine qui est ouvert, mais ça stagne. Il est vrai que, pour dire les choses très franchement, l'autorité palestinienne qui avait fait la déclaration de compétence, ensuite manifestement a freiné, le rapport Goldson traite, mais sur cette idée de la compétence, vous avez eu un élément qui est décisif, qui est tout à fait décisif. Le rapport Goldson, personne n'en voulait, parce que dans le rapport Goldson, il était dit qu'il y avait des crimes et que ces crimes relevaient de la Cour pénale internationale. Alors c'était écrit, il y avait 300 pages pour l'expliquer. C'était donc un gros problème. Donc depuis, on le promène ce rapport. Et puis un jour, il était, parce que personne ne veut le valider et le transférer à la Cour. C'est un manque de courage politique et c'est une injustice pour le peuple. Mais un jour, ce rapport est arrivé à l'Assemblée générale de l'ONU. Et l'Assemblée générale de l'ONU, c'était au mois d'avril 2010, a rendu un vote extrêmement important dont on ne s'est pas rendu compte du tout. Puisque l'Assemblée générale de l'ONU, qui ne voulait pas transférer le dossier à la Cour pénale, a dit qu'il faut privilégier d'abord les solutions locales pour juger. Donc à Israël de juger, à la Palestine de juger, et il y a un nouveau délai qui a été donné pour qu'Israël fasse des enquêtes sur ses propres crimes, donc voilà, et que la Palestine essaye de juger. Bon. Évidemment, ça ne marche pas et on est en train de poser cette question. Mais qu'est-ce qu'il faut considérer pour nous? Il faut considérer que par ce vote de l'Assemblée générale de l'ONU, l'Assemblée générale a reconnu que la Palestine avait la fonction judiciaire, vu qu'elle lui a demandé de juger. Prenez d'autres exemples, comme par exemple le Sahara occidental, vous n'aurez jamais un vote de l'Assemblée générale pour demander aux Sahraouis de voter, d'essayer de juger des faits qui seraient commis qui pourraient reprocher au Maroc. Donc la question n'est pas du tout la même. L'ONU a reconnu par ce vote que la Palestine avait le droit de juger, donc elle a la compétence judiciaire. Du moment que l'ONU lui reconnaît la compétence judiciaire, la Palestine avait le droit, sous la signature de son ministre, de transférer cette compétence à la Cour. Donc la Cour pénale, maintenant, il faut qu'elle avance, et ce n'est pas au procureur de trancher, le procureur doit passer le dossier à la Cour qui se prononcera. Moi, je souhaite vraiment qu'il y ait des dossiers qui viennent par les prisonniers, par les associations de prisonniers palestiniens, dans un bon accord, avec les avocats palestiniens, et que le procureur, s'il ne veut pas avancer lui-même, avance par le témoignage des victimes qui lui dit « nous attendons ça de vous, et vous devez le faire ». Et je pense que quand on s'adresse à un juge, je distingue le procureur du juge, quand on s'adresse à un juge qui a choisi d'aller travailler dans une cour pénale internationale, il est là pour donner des comptes au droit. Ils l'ont fait sur le tribunal pénal pour Israël, ils l'ont fait sur le Rwanda. Et saisissons ces juges, nous avons beaucoup d'éléments de jurisprudence rendus sur d'autres dossiers, il faut ouvrir le dossier. Ensuite, la partie adverse aura le choix, si le dossier est transféré à la Cour sur la compétence. Ça sera soit Israël dit je n'accepte pas ce débat sur la compétence, donc pas d'avocat, à ce moment-là c'est nous qui ferons débat, soit Israël accepte et à ce moment-là ils viendront et nous jouerons argument contre argument et non pas la force militaire
militaire contre des gens désarmés. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se jouer devant cette juridiction. Elle est à privilégier, mais pour le reste, nous avons d'autres possibilités. Les entreprises qui participent au crime, pour la colonisation en général, pour la question des prisonniers, donc Volvo qui fait les transports, qui a inventé un camion, vous le trouvez sur le site de la filiale de Volvo en Israël, il s'appelle le bus prisonnier, quelque chose comme cela. C'est absolument, toutes les explications sont données, pardon. Également les actes de torture. Il faut songer à des procédures qui pourraient être faites par des familles vivant en Europe, de nationalité de pays européens, et qui auraient perdu des proches dans les prisons. Elles ont un droit d'action en tant que citoyens de pays qui ont ratifié la CPI, qui sont dans le droit international, et donc il y a des actions qui peuvent être conduites. Ça va se faire étape par étape. C'est un processus qui est compliqué. On aura de petites victoires, on aura des échecs, mais je crois que tous les avocats avec qui nous travaillons sont tout à fait conscients de ces difficultés, mais ils sont tout à fait décidés à progresser sur ce chemin. Voilà. J'aurais souhaité pouvoir rester, mais le train a ses impératifs et je dois... Merci. Quand il y a un échec du système de protection internationale, puisque les États, les uns après les autres, refusent de prendre leurs responsabilités, eh bien, il ne nous reste qu'une seule chose. C'est le devoir, nous, citoyens du monde, que l'on soit parlementaire ou non parlementaire, nous avons le devoir de suppléer par des actions et des campagnes internationales, de suppléer aux carences des États, pour leur rappeler leur obligation internationale et leur rappeler le besoin essentiel pour l'ensemble des peuples de vivre dans la paix. Ce mépris du peuple palestinien, ce mépris à l'égard des prisonniers politiques palestiniens, ce mépris à l'égard du blocus d'un peuple qui est emprisonné, je parle du peuple de Gaza, ce blocus est inadmissible. C'est pour cela que l'action de boycott, désinvestissement, sanctions, BDS est aujourd'hui prioritaire. Prioritaire parce que cette action internationale, communauté internationale, nous, citoyens suisses, avons la responsabilité de rappeler à notre gouvernement toutes ces obligations internationales qu'il a tendance à oublier. C'est dans ce cadre que la campagne boycott, désinvestissement, sanctions prend tout son sens. Parce qu'aujourd'hui, le droit à l'autodétermination du peuple palestinien est plus que jamais nié et bafoué. Il est donc temps de rappeler aux États qu'ils ne peuvent imposer au peuple et aux citoyens un modèle de civilisation qui est aujourd'hui périmé. Et les révoltes qu'il y a dans le monde arabe sont là pour le montrer. Nous, parlementaires suisses, et nous, représentants de la gauche en Suisse, nous exigeons de notre gouvernement, de notre ministère des Affaires étrangères, qu'il exige immédiatement la libération de tous les prisonniers politiques palestiniens. Nous demandons de notre gouvernement suisse qu'il rompe toute collaboration militaire et économique avec l'État d'Israël. Nous appelons la communauté internationale. Nous appelons à bannir Israël de toutes ses relations pour que le peuple palestinien puisse retrouver ses droits. Je vous remercie. Chers amis palestiniens ici présents, au nom du Parti socialiste suisse, seul parti gouvernemental représenté aujourd'hui ici, je remercie les organisateurs de cet événement indispensable pour la solidarité avec le peuple palestinien, mais indispensable aussi pour réveiller les consciences ici, en Suisse et dans les démocraties occidentales. En effet, il est indispensable de rappeler et de marteler toujours la situation qui existe en Palestine et dans les prisons israéliennes. Trop souvent, la propagande
israélienne cache ici en Europe, avec ses relais au Parlement et dans la presse, la réalité et la souffrance du peuple palestinien, ce qui est inadmissible. Il est aujourd'hui indispensable de rappeler que le droit international, le droit humanitaire, les droits fondamentaux sont applicables partout, sans exception. Il n'y a pas d'exception israélienne. Ce n'est pas acceptable qu'aujourd'hui on reste dans cette situation. Il faut que les États, et la Suisse également, fassent que cette exception cesse. Et même, il faut qu'elle cesse au-delà du simple refus de fait que nous assistons avec les États-Unis qui soutiennent, même au sein du Conseil de sécurité, l'application du droit humanitaire et du droit international. Ici à Genève, au cœur de la gouvernance internationale, là où il y a le Comité international de la Croix-Rouge, où il y a le HCR, le Haut Commissariat des réfugiés, où il y a le siège européen de l'ONU, il est important de rappeler la nécessité d'une application stricte de ces droits fondamentaux pour chaque individu, et cela concerne aussi les droits des prisonniers politiques. J'avais aussi été en son temps militant du mouvement anti-apartheid. Ce n'est que par la pression populaire que les démocraties occidentales ont finalement lâché un gouvernement qui était un gouvernement qui violait les droits fondamentaux d'un peuple et qui violait le droit international. Aujourd'hui, la mobilisation est indispensable ici, elle est indispensable dans la rue, elle est indispensable au Parlement. Au Parlement pour obtenir quoi? D'abord, que les lobbies qui agissent au sein du Parlement contre les intérêts du peuple palestinien cessent et se taisent. Pour obtenir que la collaboration militaire avec Israël cesse. Pas seulement la collaboration directe, mais également la collaboration indirecte, qui voit parfois des entreprises suisses collaborer à la mise au point d'appareils de drones et haute surveillance. Il faut que le boycott des produits qui viennent des colonies de peuplement cesse. Déjà des tentatives ont été faites au Parlement pour obtenir que ce boycott soit là. Mais il faut poursuivre dans ce sens, dans la mesure où il n'est pas acceptable qu'on puisse ici trouver dans les magasins des produits qui sont la production faite dans le cadre de la violation du droit humanitaire lui-même. Il faut que rapidement l'Union européenne, comme la Suisse, suspende l'accord de libre-échange avec Israël, car Israël empêche que l'accord de libre-échange avec la Palestine, avec les autorités palestiniennes, puisse être mis en place. En d'autres termes, nous ne pouvons pas obtenir ici des produits de Palestine parce qu'Israël l'empêche. Pourquoi devrions-nous accepter des produits alors qui viennent de celui qui vient de... Enfin, il convient de tenir toujours l'attention sur la situation de Gaza, car c'est le peuple entier de Gaza qui est aujourd'hui dans une prison. Ce blocus inadmissible doit prendre fin et les autorités de notre pays. Enfin, la Suisse a une responsabilité particulière dans la mise en œuvre du rapport Goldstone. Elle est le dépositaire des conventions de Genève, mais elle a aussi été mandatée par l'Assemblée générale des Nations unies pour réunir la conférence des parties aux conventions de Genève. Il est important que cette tâche soit prise avec sérieux et responsabilité et que cette conférence ait lieu et que les poursuites contre les responsables de crimes de guerre soient mises en avant et soient ouvertes. Je terminerai sur le point des prisonniers politiques dont malheureusement ici en Suisse on ignore souvent les conditions de vie et les conditions de détention. Nous n'avons pas d'informations qui arrivent régulièrement et une conférence comme aujourd'hui, mais surtout le témoignage qui a été livré tout à l'heure par cette jeune fille sur la situation de son père, témoignage qui pourrait être aujourd'hui répliqué à 7000 reprises ou plus encore, témoignage qui concerne aussi les mineurs dans les prisons israéliennes. Ces témoignages sont fondamentaux, car il faut conquérir non seulement la raison des citoyens et des parlementaires, mais également le cœur des citoyens et des parlementaires occidentaux, pour qu'il y ait la solidarité avec le peuple palestinien et on obtienne en Israël la libération de tous les prisonniers palestiniens, comme on l'a obtenu dans d'autres points de cette planète. Merci. Janvier, blindé au carrefour,
policiers et soldats, les femmes qui défilent sans crainte et poings levés. Elles viennent des banlieues de tôle et de ciment, elles demandent enfin salaire et dignité. Sur l'avenue plus loin courent les jeunes gens, ivres d'un vent nouveau, ils crient la liberté. La peur a changé de camp, l'impossible est arrivé. C'est un moins que rien, un marchand de 4 saisons, par un grain de sable parmi les méprisés, qui, se donnant la mort, façon de dire non, a fait se réveiller un pays tout entier. Et sa flamme insensée s'élève et se répand, de Carthage à Germa, et tout est embrasé. Et le peuple est debout tandis que les tyrans, là, tremblent à leur tour, comme ils ont fait trembler. La peur a changé de camp, l'impossible est arrivé. J'ai vu des hommes doux qui sortaient de prison, ils parlaient de torture et de membres brisés, d'épouses assassinées par des bourreaux sans nom, d'une jeunesse enfuie qu'on leur avait volée. J'en ai vu revenir d'un exil de 20 ans, dans des villes de brume, ils n'ont rien retrouvé ici, rien que des ombres, et pourtant, tous voyaient l'avenir comme un matin d'été. La peur a changé de camp, l'impossible est arrivé. Dans les rues de Tunis, j'ai vu de beaux humains. Le courage de l'un nourrit celui du frère. Ils marchaient assurés, tête haute certains, d'écrire avec leur vie des pages de lumière. Ils n'avaient que leurs mains pour chasser les voleurs, ils n'avaient rien à perdre et ils ont tout gagné. Et ce qu'ils ont fait, eux, leur victoire du cœur, donne à l'homme partout la raison d'espérer. La peur a changé de camp, l'impossible est arrivé. La peur, ami, n'est plus là, l'impossible arrivera. Bravo. الحضور ونقول لهم بأننا أيضا نغني للأسرى ونغني للحرية. الأغنية التي نعرفها جميعا الآن مع بعض إن شاء الله نغنيها يا ظلام الليل.